Éducationnel, vous avez dit, et vous dites c'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait? Quel mode d'éducation vous voyez? Quel mode de partage de la connaissance vous préconisez? Non, moi je pense... Vous n'êtes pas quelqu'un qui préconise de toute façon. Comment? Vous n'êtes pas quelqu'un qui préconise. Non, je préconise pas, mais ce que je pense, c'est que de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer avant qu'on puisse parler d'une véritable activité éducatrice dans le plan politique, parce qu'encore une fois, la principale éducation dans la politique, c'est la participation active aux affaires, et la participation active aux affaires implique une transformation des institutions qui permettent et qui incitent à cette participation active aux affaires, au lieu que les institutions actuelles repoussent, éloignent, dissuadent les gens de participer aux affaires. Bon, donc ça c'est le point capital. Mais cela ne suffit pas. Il faut que les gens soient éduqués pour le gouvernement de la société. Il faut qu'ils soient éduqués dans la chose publique. Or, si vous prenez l'éducation actuelle, ça n'a strictement rien à voir avec ça, l'éducation. On leur apprend des choses spécialisées. Bien sûr, on leur apprend à lire et à écrire. Bon, très bien, il faut que tout le monde sache lire et écrire. D'ailleurs, chez les Athéniens, il n'y avait pas d'analphabet. Il n'y avait aucun alphabet, tous à peu près tous savaient lire. C'est pour ça qu'on inscrivait les lois sur le marbre. Tout le monde pouvait les lire. Donc, le fameux adage « personne n'est censé ignorer la loi » avait un sens. Alors qu'aujourd'hui, on peut vous condamner parce que vous avez fait une infraction. Vous connaissiez pas la loi. On vous dit, vous êtes censé ne pas l'ignorer. Bon. Alors, c'est l'éducation, si on prend l'éducation au sens étroit, l'éducation des enfants, des jeunes, etc., devrait être quand même beaucoup plus axée qu'elle ne l'est maintenant vers les choses communes. Il faudrait comprendre les mécanismes véritables de l'économie, les mécanismes véritables de la société, de la politique, etc., etc. Il faudrait une éducation qui soit à la fois où il y ait beaucoup plus d'histoire. On n'est pas capable d'enseigner l'histoire. Les enfants s'emmerdent en apprenant l'histoire, alors que c'est passionnant. Et une véritable anatomie de la société contemporaine, de comment elle est, comment elle marche, etc., etc. Vous avez écrit et beaucoup parlé de mai 68. Oui. Je reviens à Morin. Oui. Vous aviez appelé ça ensemble la brèche. C'est le mot que vous aviez trouvé, c'est ça? Oui, oui. Une brèche. Si on repense à 68 parfois, il y a eu des tas de gens qui ont adopté des comportements révolutionnaires, romantiques, absolus, doctrinaires à l'époque, qui étaient basés sur une ignorance complète. Oui. Bon. Quand aujourd'hui, on me dit « Ah, t'as du bol, t'as vécu 68 », je dis « Les gars, attendez, le niveau culturel, le niveau de connaissance était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. » Est-ce que j'ai raison? Oui, vous avez raison d'un certain point de vue qui est très important. Vous avez raison parce que, mais c'est pas tellement une question de niveau de connaissance, je crois. C'est l'énorme domination de l'idéologie dans le sens strict, et j'allais dire dans le sens mauvais du terme. Les maoïstes, c'est pas ce qu'ils savaient pas. On les avait endoctrinés, ou ils s'endoctrinaient eux-mêmes. Pourquoi ils acceptaient les doctrinations? Pourquoi ils s'endoctrinaient eux-mêmes? Parce qu'ils avaient besoin d'être endoctrinés. Ils avaient besoin de croire. Et ça a été la grande plaie du mouvement révolutionnaire depuis le départ. Mais l'homme est un animal religieux. L'homme est un animal religieux. Aristote... C'est pas un compliment, mais... Non, c'est pas du tout un compliment. Aristote, que je n'arrête pas de citer et que je vénère énormément, il a dit une seule fois une chose qui est vraiment une grosse... Bon, faut pas dire bourde quand il s'agit d'Aristote, enfin, ça va pas. On dit l'homme est un animal qui désire le savoir. L'homme n'est pas un animal qui désire le savoir. L'homme est un animal qui désire la croyance. Il désire la certitude d'une croyance, d'où l'emprise des religions et d'où l'emprise des idéologies politiques. Alors, le mouvement ouvrier au départ, par exemple, il y avait une attitude très critique. Quand vous prenez les deux premiers vers de l'Internationale, qui est quand même le chant de la Commune, c'est le deuxième couplet. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, d'accord, excite la religion, ni César, excite Napoléon III, ni Tribun, excite Lénine. D'accord? Ah, j'avais jamais pensé à ça. Eh oui, mais les gens y pensaient. Or, les gens avaient ce besoin de croyance. Voilà. Alors, en quoi sommes-nous plus sages que mai 68? Je crois que peut-être le résultat à la fois des suites de mai et de l'évolution dans les pays de l'Est et de l'évolution générale de la société,
c'est que les gens sont devenus quand même beaucoup plus critiques. Ah. Ça, c'est très important. Alors, il y a une frange qui cherche toujours la foi, et là, vous avez la scientologie, vous avez les sectes, vous avez tout ce que vous voulez. Ou le fondamentalisme, mais ça, c'est dans d'autres cas, dans d'autres pays, pas chez nous. Pas tellement, quand même. Bon. Mais les gens sont devenus beaucoup plus critiques, beaucoup plus sceptiques. Ça les inhibe aussi pour agir, bien sûr, parce que c'est aussi une phrase de Périclès dans le discours aux Athéniens, il dit « Nous sommes les seuls chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action. » Les seuls? Chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action. C'est admirable. Ah, oui. Il dit, les autres, ou bien ne réfléchissent pas, ils sont téméraires, font des absurdités, ou bien en réfléchissant, ils arrivent à ne rien faire, parce qu'ils se disent, il y a ce discours, il y a un discours contraire, etc. Bon. Or, précisément, actuellement, on traverse aussi une phase d'inhibition, ça c'est sûr. Les gens, bon, il y a un chat échaudé craint l'eau froide. Bon, ils ont goûté tout ça, ils se disent, bon, les grands discours et tout le reste, et effectivement, il n'y a plus de grandes choses, et il ne faut pas des grands discours. Mais il faut des discours vrais. Et c'est ça qui n'existe pas, du moins, n'existe pas dans une projection sociale, si je peux dire. C'est un pays extraordinaire ici, j'adore. Vous êtes psychanalyste aussi, hein, oui. qui fait peut-être la richesse de votre pensée, c'est aussi ce regard psychanalytique sur le monde. C'est pas si fréquent d'avoir plusieurs regards comme ça sur une chaîne. Raoul Vaneigem a publié un livre dont le titre est « Nous qui désirons sans fin ». Et de ce délirons. Nous qui désirons. Ah, qui désirons sans fin, oui. Ah, nous qui délirons sans fin, oui. Nous qui désirons sans fin. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que de toute façon, il y a cet irréductible désir qui fait que l'histoire continue? Mais de toute façon, il y a un irréductible désir, enfin, et encore. Là, vraiment, je sais pas si on aura le temps, on entre dans un gros chapitre. Parce que ça, c'est pas vrai, c'est un phénomène relativement moderne. Si vous prenez les sociétés archaïques ou les sociétés traditionnelles, il n'y a pas un irréductible désir. On parle pas là du désir du point de vue psychanalytique, on parle du désir tel qu'il est transformé par la socialisation des gens. Or, ces sociétés sont des sociétés de répétition. Bon. Alors là, précisément, et surtout dans l'époque moderne, il y a une sorte de libération, dans tous les sens du terme, par rapport à des contraintes qui étaient les contraintes de la socialisation des individus. C'est-à-dire, tu prendras une femme dans tel clan, dans telle famille, tu auras une femme dans ta vie, si tu en as deux ou deux hommes, ce sera en cachette, et en transgression, etc. Tu auras un statut social, ce sera ça. Il y a une chose merveilleuse dans Proust, dans le monde de Combray. Dans la famille de Proust, quelqu'un qui avait épousé, qui était de la très bonne bourgeoisie de province, enfin dans la famille qui décrit, quelqu'un qui avait épousé une petite duchesse, une princesse, avait déchu. Même s'il avait de l'argent, il devenait un gigolo, quelqu'un qui sortait de sa caste pour monter plus haut. Mais monter plus haut, c'était déchoir. Être bien, c'était continuer dans cette voie. Peut-être ramasser un peu plus d'argent, mais continuer dans cette voie. Bon. On est entré dans une époque d'illimitation dans tous les domaines, et c'est ça, nous qui avons le désir infini, vous comprenez. Or, cette libération est en le sens une grande conquête. Pas question de revenir dans une société de répétition. Mais il faut aussi apprendre, et ça c'est un des très grands thèmes, apprendre à s'auto-limiter, individuellement et collectivement. Et la société capitaliste maintenant est une société qui, à mes yeux, court à l'abîme de tous les points de vue, parce qu'elle est une société qui ne sait pas s'auto-limiter. Et une société vraiment libre, une société autonome, comme je dis, devra savoir s'auto-limiter. Interdire? C'est pas interdire au sens répressif, mais savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ou qu'il faut même pas essayer de faire, ou qu'il faut pas désirer. Par exemple, par rapport à l'environnement. Quand je dis, par exemple, j'écris que nous devrions, dans une société libre, nous vivons sur cette planète merveilleuse que nous sommes en train de détruire. Et quand je prononce cette phrase, je repense aux merveilles de cette planète.
Je repense à la mer Égée, je repense aux montagnes enneigées, je repense à la vue du Pacifique depuis un coin d'Australie, je repense à, je sais pas, à Bali, aux Indes, à la campagne française qu'on est en train de démolir, de désertifier, etc. Bon, c'est une merveille. On est en train de la démolir. Qu'est-ce que nous devrions faire ? Eh ben, je pense que nous devrions être les jardiniers de cette planète. Il faudrait la cultiver comme elle est pour elle-même, et trouver notre vie, notre place relativement à cela. Et ça, c'est une énorme tâche. Et ça pourrait absorber une énorme partie des loisirs des gens, libérés par un travail stupide, productif, répétitif, etc. Or ça, évidemment, c'est très loin, non seulement du système actuel, mais de l'imagination des gens actuellement. Vous voyez ? L'imaginaire de l'époque, comme je dis, est très loin de cela. Et c'est cet imaginaire de l'expansion illimitée, de l'accumulation de la camelote, etc., d'une télé dans chaque chambre, 2 micro-ordinateurs dans chaque chambre, et tout, dans chaque pièce de la maison. C'est ça qu'il faut détruire. Tout dépend de ça. Le système s'appuie parce qu'il y a cet imaginaire qui est là et qui fonctionne, effectivement. Ce dont vous parlez là sans cesse depuis tout à l'heure, c'est la liberté. Oui. Derrière ça, il y a la liberté. Alors vous dites, ah oui, mais ça c'est très lourd, c'est difficile, il faudrait... Et ça, c'est difficile, etc. Difficile, liberté. Ah oui, la liberté, c'est très difficile, oui. Et il est très facile d'être... Démocratie, difficile. Démocratie difficile, parce que liberté difficile, oui, absolument. Parce que c'est très facile de se laisser aller, l'homme est un animal paresseux, on leur a dit. Là encore, je reviens à mes ancêtres. Il y a une phrase merveilleuse de Thucydide, je ne sais plus dans quel discours. Sacrés ancêtres, hein. Sacrés ancêtres. Il faut choisir se reposer ou être libre. Je crois que c'est Périclès qui dit ça aux Athéniens. Si vous voulez être libre, il faut travailler. Vous ne pouvez pas vous reposer. Vous ne pouvez pas vous asseoir devant la télé. Vous n'êtes pas libre quand vous êtes devant la télé. Vous croyez être libre en zappant comme un imbécile. Vous n'êtes pas libre. C'est une fausse liberté. Donc, liberté difficile, parce que liberté, ça veut dire à la fois une activité. C'est pas seulement l'âne de Buridan qui choisit entre deux tas de foin. Bon, liberté, c'est l'activité. Et liberté, c'est une activité qui, en même temps, s'auto-limite. C'est-à-dire, c'est que elle peut tout faire, mais elle doit pas tout faire. C'est ça le grand motto, pour moi, de la démocratie et de l'individu libre. Je peux tout faire. La liberté, c'est les limites. Philosopher, c'est établir les limites. Non, la liberté, c'est l'activité, et l'activité qui sait se poser ses propres limites. Et philosopher, c'est la pensée, et c'est la pensée qui sait reconnaître qu'il y a des choses que nous ne savons pas et que nous ne connaîtrons jamais.